Bonjour à toutes et à tous. Toujours dans le cadre de l'application de la théorie des groupes à la chimie, dans cette vidéo, nous allons parler de l'effet de ces éléments de symétrie qu'on va représenter avec ce qu'on appelle des opérateurs. Opérateurs ou matrices, ce sont deux choses qui sont équivalentes. Donc, considérons un système de coordonnées formé ou bâti par trois vecteurs qui sont orthonormés, qu'on peut noter E1, E2, E3, ou si vous voulez IJK, ou comme vous voulez. L'origine O du système de coordonnées doit être un point invariant pour toutes les symétries de la molécule considérée. Ça, c'est une caractéristique des groupes ponctuels, on a déjà parlé de ça. Alors, considérons une symétrie R qu'on va appliquer au vecteur position que je note P. Donc on a un point de l'espace et on a l'origine O, et OP c'est le vecteur position P d'un point P. Et donc on va lui faire subir une rotation autour d'un axe, passant par l'origine bien sûr, ou une symétrie par rapport à un plan, passant toujours par l'origine, ou encore la combinaison de ces transformations. Bref, P est transformé en un vecteur P', qui est le vecteur position d'un point P', et le point P', c'est le transformé du point P par la symétrie R. Alors, on exprime ça par la relation qui lie P, le point qu'on a pris arbitrairement, qui est un point de la molécule, le centre d'un atome par exemple. On va lui faire subir la transformation ou la symétrie donnée, et on obtient le point P'. Donc, le vecteur P', on va l'écrire, P' est égal à R, P. C'est ainsi qu'on va exprimer cette relation. Donc R, cette opération de symétrie, il change la direction de P, mais il ne change jamais sa longueur. Les longueurs, ils sont conservées. Donc si je prends un réel, A, un nombre, donc j'ai R de AP qui est égal à A multiplié par R de P. Ça exprime le fait que les longueurs ne sont jamais changées, quelle que soit l'opération de symétrie. Maintenant, je vais considérer un parallélogramme qui nous donne la somme de deux vecteurs, position P et Q, bien sûr en fonction de ces deux vecteurs individuellement, P d'un côté et Q de l'autre. Donc le parallélogramme qui donne P plus Q en fonction de P et de Q ne sera pas modifié s'il subit une rotation autour d'un axe passant par son sommet O, ou s'il subit une autre symétrie par rapport à un plan qui contient O. Donc ainsi, R de P plus Q, P plus Q c'est la diagonale du parallélogramme, construit sur R de P et R de Q, elle serait la même. Donc on peut écrire, traduire cette réalité par R de P plus Q qui est égal à R de P plus R de Q. Ces deux, bien sûr, ces deux conditions nous montrent que R, c'est un opérateur linéaire. Et donc, si on considère un point P de l'espace, qui est représenté par le vecteur espace P, qu'on va écrire conventionnellement comme d'habitude x1, E1 plus x2, E2 plus x3, E3, E1, E2, E3 étant la base dans laquelle on exprime, c'est la base de notre espace. Puisque l'opérateur R est linéaire, donc l'opérateur R, il transforme P en P', qui est le nouveau vecteur position du vecteur P', qui est le transformé de P. Et on va écrire donc le vecteur P' qui est égal à RP, et puisque R
est linéaire, c'est donc x1 R de E1 plus x2 R de E2 plus x3 R de E3. Alors, il suffit maintenant d'exprimer les trois vecteurs R de E1, R de E2, R de E3 en fonction des vecteurs de base E1, E2, E3. Ces nouveaux vecteurs sont des vecteurs position de points de l'espace et ils peuvent s'écrire sous la forme de combinaison linéaire des éléments de la base. Donc je peux écrire R de E1 comme étant A11 E1 plus A21 E2 plus A31 E3, etc. Et donc ça va me donner un système que je vais noter le système 1. Donc là, on ne fait rien, c'est juste le fait d'exprimer, puisque R de E1, R de E2, R de E3 sont aussi des vecteurs de notre espace, donc on l'exprime en fonction des éléments de la base. Et les paramètres A et J, qui sont ici, il exprime ces combinaisons-là. Donc, chose qu'on peut écrire sous la forme plus générale, EK étant un élément de la base, un vecteur de la base, donc R de EK, c'est la somme, c'est une combinaison linéaire des vecteurs de la base, donc EJ, J allant de 1 à 3, et il nous faut donc trois réels, trois constantes pour exprimer cette combinaison, donc on va écrire ça comme étant sigma de AJ K, EJ, K il parcourt les trois nombres 1, 2, 3, et J il va de 1 à 3. Dans ces relations, les trois ensembles de ces nombres-là, par exemple 1 à K, A 2K, A 3K, K il parcourt les trois nombres 1, 2, 3, sont les composantes du vecteur REK par rapport à la base de vecteur E1, E2, E3. Donc jusqu'à présent, c'est juste une partie de l'algèbre linéaire le plus basique, la plus fondamentale. Alors, en remplaçant R de E1, R de E2, R de E3 par leur valeur dans l'expression que nous avons déjà vue, qui nous donne P', le vecteur P', le transformé de P par cette symétrie R. Donc, en remplaçant R de E1, R de E2, R de E3 par leur expression, on va obtenir une expression qui est x1 multiplié par A11 E1 plus A21 E2 plus A31 E3 plus x2 multiplié par A12 E1 plus A22 E2 plus A32 E3 plus x3 multiplié par A13 E1 plus A23 E2 plus A33 E3. Donc finalement, si je note P', qui est le transformé de P par la symétrie R, si je le note x1 E1 plus x2, x1' E1 plus x2' E2 plus x3' E3, parce que finalement P' lui aussi est un vecteur et qui s'exprime dans la base E1, E2, E3. Alors donc en développant, on doit obtenir un deuxième système qui nous donne les coordonnées x1', x2', x3', en fonction bien sûr des coordonnées du vecteur P initial, x1, x2, x3. Et là, on obtient donc un deuxième système. Ce qui nous reste donc pour résumer ces résultats, nous pouvons dire que l'effet de l'opérateur R sur les vecteurs de base du système de coordonnées est donné par le système 1, dans lequel les coefficients AJK sont des nombres dépendants de l'opération de symétrie, c'est-à-dire dépendants de cet opérateur R et des vecteurs de base. Une fois ces nombres déterminés, les équations du système 2 donnent les relations entre les coordonnées x1, x2, x3 d'un point P et les coordonnées x1', x2', x3' du point P' transformé de P par l'opérateur R. Alors, l'ensemble de ces 9 nombres, à JK, J et K parcourant les
les nombres 1, 2, 3, il donne ce que nous appelons une représentation numérique de l'opérateur R par rapport au vecteur de base E1, E2, E3. Alors quand on change la base, l'expression de l'opérateur R, elle change, mais son effet ne change pas. Il est donc pratique de disposer les nombres A, J, K qui représentent R dans un tableau à 3 lignes et 3 colonnes. Ainsi écrit, on dit que les nombres A, J, K forment une matrice carrée et nous noterons cette matrice par le symbole M. Et donc M est égal à ce tableau à 3 lignes, 3 colonnes, où se trouve dans chaque croisement entre lignes et colonnes un nombre parmi les 9 nombres A, J, K. Prenons l'identité. Donc si je considère E, nous avons dit, il laisse tout inchangé, il ne change rien du tout. Donc si j'applique E au vecteur E1, eh bien, elle va laisser le vecteur E1 tel qu'il est. Et donc j'ai R de E1 qui est égal à 1 fois E1 plus 0 fois E2 plus 0 fois E3. Si j'applique l'identité E au vecteur E2, il va laisser E2. Et donc j'ai R de E2 qui est égal à 0 E1 plus 1 E2 plus 0 E3. Et donc on trouve les 9 coefficients. Et donc la matrice représentant cette opération de symétrie qui est E, qui est l'identité, et s'écrit donc sous la forme d'un tableau à 3 lignes, 3 colonnes, et qui sont 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Cette matrice est appelée matrice unité. Considérons maintenant une rotation autour d'un axe. Ici, on va considérer que l'opération de rotation elle se fait autour de l'axe E3. Donc, bien sûr, tout point sur l'axe E3 ne va pas changer. Cette opération de rotation autour de l'axe E3, autour d'un axe par exemple Z, tous les points qui sont sur l'axe des Z, ils sont inchangés. Et supposons que R, c'est une, comme on l'a dit, une opération d'un Cn, d'un axe Cn, donc une rotation d'un angle alpha que je vais écrire C alpha pour dire que, bon, on va tourner dans l'angle alpha. C'est une rotation d'angle alpha autour de l'axe ou du vecteur E3. Alpha positif correspond au sens trigonométrique autour de E3. Donc E3 est invariant dans la rotation, alors que E1 et E2 sont transformés en C alpha E1, c'est-à-dire l'effet de la rotation de l'angle alpha autour de l'axe E3 sur E1, et C alpha E2, comme le montre la figure que vous voyez là. Donc quand on fait une rotation d'un angle alpha, E1 il va venir à la position, le vecteur il devient le vecteur C alpha E1, et E2 il devient C alpha E2. Bien sûr le module ne change pas, c'est juste l'orientation qui change. Donc il nous reste à exprimer C alpha E1 dans la base E1 E2. Et là vous voyez que c'est cosinus alpha E1 plus sinus alpha E2 plus 0 E3 puisque E3 n'a pas changé. Alors, il est toujours là. Pour C alpha E2, donc tout calcul fait, ça va nous donner moins sinus alpha E1 plus cosinus alpha E2 plus 0 E3. Et C alpha appliqué à E3, puisqu'il ne change pas, c'est 0 E1 plus 0 E2 plus 1 fois E3. Et du coup, on a donc les 9 coefficients. Et la matrice de C alpha, par rapport à notre base, donc elle va s'écrire cosinus alpha moins sinus alpha 0, sinus alpha, cosinus alpha 0 et 0, 0, 1. Et ça, il représente la matrice de notre opérateur qui est rotation autour d'un angle, autour de l'axe Z, d'un angle alpha. Maintenant, si nous avons un C2, il suffit de
savoir que pour C2, nous avons une rotation d'un angle de pi. Pour C4, c'est pi sur 2. Pour C3, c'est 2 pi sur 3, etc. Et on remplace alpha par la valeur une fois l'axe bien déterminé. La symétrie par rapport à l'origine I. Une symétrie point I, comme vous le voyez sur la figure, il change les coordonnées x1, x2, x3 d'un point en moins x1, moins x2, moins x3. Donc elle change la direction de E1, E2, E3 en leur opposé. Et par conséquent, directement, on peut écrire que la matrice qui correspond à cette opération, qui est I, donc c'est moins 1, 0, 0, 0, moins 1, 0, 0, 0, moins 1. Pour la rotation impropre, S alpha autour d'un axe E3. Nous avons dit qu'une rotation impropre, c'est une rotation autour d'un axe, dans notre cas c'est autour de l'axe E3, suivie d'une symétrie plan sigma h. Le plan de symétrie, il est perpendiculaire à l'axe E3. Et donc, le fait de tourner avant d'appliquer la symétrie, si vous voulez, on a juste une symétrie, donc une rotation, donc E2, E3, ils vont se transformer comme on l'a vu dans le cas d'une rotation propre. E3 n'est pas concerné, et lorsqu'on va faire la symétrie par rapport au plan sigma h, puisque sigma h il est perpendiculaire et il passe par le centre origine O, donc le seul effet, ça serait sur le vecteur E3, qui va devenir moins E3, il va changer de sens. Et donc on obtient la matrice S de alpha, qui est égale à cosinus alpha moins sinus alpha 0, sinus alpha, cosinus alpha 0. Par contre, pour l'axe E3, on va avoir 0, 0, moins 1, puisque R ou S de E3, il va devenir moins E3. Et bien sûr, le alpha, il est arrêté une fois on parle d'un axe de rotation bien particulier. Une fois on a la valeur de alpha, donc pour un axe S2, c'est pas S3, etc. Symétrie maintenant par rapport à un plan qui contient O3. Donc un sigma B. Et non pas sigma H. Donc si la symétrie, c'est une symétrie sigma, qui est une symétrie par rapport à un plan qui contient E3 et qui fait un angle bêta avec le plan formé par E1 et E3. Nous sommes donc dans la situation que décrit la figure que vous voyez sur l'écran. Alors dans ces conditions-là, le vecteur E3, bien sûr, il ne va pas changer. Par contre, pour E1, on voit bien que sigma E1, vous avez E1 qui va devenir donc, c'est le symétrique par rapport au plan de symétrie, ça va nous donner sigma E1. Et donc on a un angle de 2 bêta. Nous avons bêta, qui est l'angle que fait le plan avec E1. Et puisque c'est son symétrique par rapport à un plan, donc le vecteur sigma E1 il va se trouver encore à un angle bêta par rapport au plan de symétrie, ce qui fait entre le vecteur E1 et sigma E1, nous avons un angle de bêta. D'accord? Et donc, tout calcul fait, on va obtenir sigma de E1, c'est cosinus de bêta E1 plus sinus de bêta E2 plus 0,3, puisque le vecteur E3 n'est pas concerné. Sigma E2, c'est sinus de bêta E1 moins cosinus de bêta E2 plus 0,3, alors que pour le vecteur E3, sigma E3, c'est tout simplement E3, puisque le plan de symétrie, il contient l'axe Z. Et donc, la matrice qui représente cet opérateur correspondant à la symétrie sigma V, c'est cosinus de bêta, sinus de bêta 0,
Sinus de bêta moins cosinus de bêta 0, 0, 0, 1. Une symétrie par rapport à un plan perpendiculaire à E3, sigma H. Donc il contient, puisqu'il passe par le point O, donc les vecteurs E2, E1, E2 ne sont pas concernés, ils vont rester tels qu'ils sont, E1, E2, alors que E3, il va changer de sens. Et donc on va avoir sigma E1, c'est E1, sigma E2, c'est E2, sigma E3, c'est moins E3. Et donc la matrice qui représente cette symétrie, c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, moins 1. Et voilà, donc je vous remercie et à la prochaine vidéo.